Alors, quelles contributions peuvent apporter les coopératives donc à la sauvegarde de l'environnement, à la lutte contre le réchauffement climatique, à tout ce qui est bon pour l'environnement? C'est la question que l'on va aborder avec Jérôme Mousset. Bonjour. Alors, vous avez en charge donc le service agriculture et forêt au sein de l'ADEME. L'ADEME, il faut rappeler ce que c'est. Donc l'ADEME, c'est l'agence du développement et de la maîtrise de l'énergie, donc une agence publique qui travaille sur les différents enjeux environnementaux et notamment donc, les questions agricoles, forestières. Et puis à ma droite, Patrick Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la coopérative de Boisseau qui se trouve dans le nord de Loiret, en Beauce. D'accord. Quelques chiffres clés de la coopérative, en parlant bien près du micro. Alors, quelques chiffres clés, 55 000 tonnes de collecte, c'est très petit pour des coopératives céréalières, spécialisées dans des blés de force, des blés améliorants pour des produits de niche, et avec une démarche développement durable. D'accord, il faut bien coller le micro. Éric Guillemot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de Coop de France déshydratation, et qu'est-ce qu'on déshydrate ? Alors en France, on déshydrate beaucoup de luzerne, on déshydrate aussi un coproduit de la betterave. Ça sert à alimenter dans les deux cas des animaux, et ainsi que certaines plantes médicinales. Et pourquoi on déshydrate ? Parce qu'initialement, on faisait du bon foin dans certaines régions, mais vous avez remarqué qu'au nord de la Loire, de temps en temps, c'est un peu difficile. Et donc quand le soleil n'est pas là, il faut s'affranchir de ce que fait le soleil en séchant artificiellement. Bon, alors, on va poser le problème. Quels sont les grands enjeux environnementaux aujourd'hui ? Les grands enjeux environnementaux pour l'agriculture sont multiples. Je pense qu'il faut d'abord mettre le cadre, l'évolution démographique, qui fait qu'on doit, à l'échelle mondiale, nourrir toujours plus de monde. Mais en même temps, on est amené à relever des défis environnementaux qui portent sur les questions, bien évidemment, du changement climatique. Et c'est un enjeu majeur. C'est une course contre la montre. Et plus on va prendre du temps à réduire nos émissions, plus la marche sera difficile. Il y a d'autres enjeux à prendre en compte, c'est les questions de l'énergie, la question de la préservation des sols, parce que c'est quand même le potentiel de production des générations futures, et aussi les enjeux de biodiversité, eau. Alors, en parlant bien près du micro, est-ce que l'agriculture a un rôle à jouer significatif ? Alors nous avons réalisé ces dernières années beaucoup d'études prospectives pour justement analyser quelle peut être la contribution du secteur agricole à ces défis environnementaux. Ce qu'on sait aujourd'hui, pour la France, on ne peut pas atteindre les objectifs qui sont fixés dans la loi sans la contribution de l'agriculture. L'agriculture a un rôle majeur à jouer par rapport à ces défis-là. Il y a trois catégories, si on parle de changement climatique, d'action. Il y a la première, c'est la réduction des émissions, c'est à peu près 20% des émissions nationales. Il y a un potentiel de réduction, on pourra l'évoquer, il faut travailler là-dessus. Il y a un deuxième enjeu, c'est la question du stockage du carbone. Vous savez que l'agriculture a cette particularité, c'est d'être capable de stocker du carbone dans le sol, dans la biomasse, et il faut le maintenir. Et puis il y a un troisième enjeu, c'est la biomasse, sa capacité donc à produire de la biomasse pour faire des énergies renouvelables, faire des matériaux, de la chimie verte. Et il faut arriver à combiner ces trois enjeux pour relever le défi. Et sans l'agriculture, c'est possible ou pas, relever ces défis ? C'est impossible, on le sait, on a besoin notamment de la biomasse. Si on regarde simplement les objectifs d'énergie renouvelable, plus de 50% des objectifs en énergie renouvelable reposent sur la biomasse agricole et forestière. Donc le rôle de l'agriculture est fondamental. Alors j'ai été voir sur votre site, il y a marqué cultiver et transmettre la terre. Pourquoi ? Alors, cultiver et transmettre la terre, c'est les valeurs sur lesquelles sont basés le travail de l'agriculture depuis très longtemps. Même dans les beaux ruraux, on dit qu'il faut travailler en bon père de famille, donc entretenir son sol et toujours maintenir la fertilité. Aujourd'hui, la donne environnementale est de fait prise en compte par le travail des agriculteurs. Mais le travail de l'agriculture, c'est aussi de vendre des produits qui correspondent à un marché, à une demande des clients. Et le travail de l'agriculteur aujourd'hui, c'est de concilier la demande sociétale, la demande environnementale, avec la capacité de produire économiquement, de façon compétitive, des produits qui correspondent à la demande des clients. Alors vous avez mené une action en faveur de la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors cette action, elle se fait sur plusieurs formes. Dans un premier temps, nous avons fait de la sensibilisation au niveau des agriculteurs. Cette sensibilisation continue toujours, mais on est passé aussi sous une forme de formation. On a proposé des formations à la biodiversité aux agriculteurs.
On a aussi travaillé sur les diagnostics d'exploitation, parce que si on veut voir si les mesures que l'on prend au niveau pour faire évoluer la biodiversité sur les exploitations, il faut prendre une position, un point de départ. Donc on a fait des diagnostics sur ces exploitations pour voir l'évolution. Donc on a fait des diagnostics de faune, d'avifaune, et on a aussi, avec une association qui s'appelle Homme Territoire, fait des diagnostics d'exploitation pour voir quelles étaient les meilleures adaptations sur des bandes enherbées, des plantations de haies, l'entretien de bordures de champs pour aménager les exploitations. Et le gros intérêt de le faire au niveau d'une coopérative, c'est que contrairement à des actions individuelles sur une exploitation, le fait de travailler sur une coopérative, donc sur un territoire, ça permet d'avoir un effet beaucoup plus intéressant en termes de biodiversité à partir du moment où on le fait sur l'ensemble d'un territoire. Jérôme Mousset, pour vous, c'est important d'avoir justement des actions qui ne sont pas individuelles mais coordonnées, par exemple dans le cadre d'une coopérative? Effectivement, je pense que dès qu'on parle d'environnement, l'échelle collective est incontournable, l'échelle notamment des territoires me semble vraiment un enjeu incontournable. L'intérêt de travailler à ces échelles-là, c'est qu'on peut travailler sur la complémentarité des exploitations entre elles, et notamment avec les autres secteurs. Et puis, et puis si je peux me permettre, c'est l'effet d'entraînement entre les gens. C'est-à-dire que quand une action individuelle, elle est individuelle, alors que quand c'est un groupe qui travaille, il y a un effet d'entraînement, pourquoi pas moi, et les choses se font beaucoup plus facilement. Et puis il y a un effet massif, c'est-à-dire qu'on travaille collectivement sur un impact donc beaucoup plus important. Oui, effectivement, l'objectif c'est bien d'entraîner le maximum d'agriculteurs dans ces voies-là. Et l'échelle collective, effectivement une bonne échelle. Il y a beaucoup de démarches qui se développent actuellement sur des projets à l'échelle des territoires. Et l'idée, c'est bien d'arriver à construire des stratégies agricoles locales sur l'environnement qui soient adaptées à la spécificité du milieu. Éric Guillemot, on va prendre votre cas, enfin le cas de la déshydratation. Le bilan carbone, il n'a pas toujours été positif. Aujourd'hui, il est, mais avant, ce n'était pas le cas. Pourquoi? Alors, effectivement, le bilan carbone de la filière de la déshydratation de fourrage n'a pas toujours été positif. Les déshydrateurs ont pris conscience qu'il fallait écouter ce que disait la société. Et depuis 2005, nous avons fait des efforts considérables afin de réduire nos consommations d'énergie. Ça s'est fait grâce à l'amélioration du préfanage au champ, c'est-à-dire qu'on a utilisé tout simplement le soleil, et nous avons utilisé de la biomasse à la place du charbon. Alors tout ça n'est pas simple à mettre en œuvre parce que c'est une économie de carbone, ça c'est clair, mais sur le compte du coût de production, ce n'est pas forcément une économie totale. Donc nous avons aussi un marché à approvisionner et nous devons aussi être compétitifs. Donc nous devons concilier les deux choses. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, nous avons économisé 50% de nos consommations et qu'à ce jour, le bilan entre ce que l'on stocke et ce qu'on émet, eh bien on stocke plus de carbone que ce que l'on émet. Donc on a un bilan positif. Alors quand je regarde un peu tout ce dont on parle aujourd'hui en matière d'agroécologie, on voit souvent la luzerne qui est citée. Pourquoi? Alors la luzerne, elle est citée peut-être parce que c'est une très vieille plante, une vieille dame qui a 9000 ans. Probablement plus et davantage parce que c'est une légumineuse. Une légumineuse, ça prend l'azote de l'air. Enfin, je rajoute que c'est une plante pluriannuelle. On la sème au mois de mars ou au mois de juillet 2014 et on va l'exploiter en 2015, 2016, 2017 sans mettre de traitement phytosanitaire. C'est un hébergement pour la biodiversité et ça participe à la qualité de l'eau. Donc ça concourt à avoir des eaux de bonne qualité. J'ajoute enfin, si vous le permettez, que c'est la plante qui fait le plus de protéines à l'hectare. 2500 kg de protéines à l'hectare, c'est un acteur majeur dans ce débat où on va manquer de protéines dans le monde pour alimenter l'ensemble des vaches laitières et autres animaux. Alors c'est une plante qu'on connaît bien dans la Marne par exemple, mais pas seulement. Mais c'est vrai que c'est un équilibre économique, même si elle a beaucoup de qualités par ailleurs, vous les avez citées, son équilibre économique n'est pas toujours évident, non? C'est totalement vrai. On a une réforme de la PAC qui est intervenue par là. Auparavant, il y avait des prix d'objectifs pour intéresser les agriculteurs à utiliser certaines productions. Bon, les choses ont changé. Depuis 2-3 ans, l'attractivité économique est revenue au niveau des producteurs. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est d'autant plus une bonne nouvelle compte tenu de toutes les aménités environnementales et compte tenu du fait que le marché réclame ces productions. C'est très important le marché. Il faut faire un produit qui soit compatible avec les exigences du marché et compatible en termes de prix aussi.
ce que nous faisons actuellement, et c'est donc une excellente nouvelle pour nous et l'ensemble de nos concitoyens. Jérôme Mousset, vous souhaitez réagir? Oui, non, effectivement, je pense que la luzerne est un bon exemple de ce qu'est l'agroécologie, d'où le principe, c'est valoriser la ressource naturelle pour remplacer donc des intrants. Et le principe de la luzerne, c'est bien de faire rentrer naturellement de l'azote dans le système plutôt que de le produire avec de l'énergie. Donc c'est vraiment le bon exemple. Et dans ce que vous dites, à mon avis, on se rejoint complètement. L'enjeu économique ne peut pas être dissocié des enjeux environnementaux. On n'arrivera à relever les défis environnementaux qu'on a devant nous qu'à partir du moment où les agriculteurs retrouvent une rentabilité économique. Ça, c'est incontournable. Je me permets d'insister aussi sur le fait que la puissance publique, les pouvoirs publics ont une responsabilité extrêmement importante pour dynamiser des filières pérennes. Nous avons besoin que les pouvoirs publics puissent flécher des programmes de recherche afin de rendre ces productions tout à fait attractives économiquement, en termes de rendement aussi. Mais effectivement, je pense qu'on peut dire aussi que dans l'environnement, il ne faut pas toujours associer ces actions-là à des coûts. Quand il y a des surcoûts, c'est le rôle de l'État d'aller compenser ces surcoûts. C'est par exemple l'exemple de la méthanisation, où il y a des aides pour arriver à faire émerger la filière, la faire décoller en France. Mais certaines actions en environnement ne coûtent pas et peuvent même générer des économies. Voilà. Il faut aussi tordre le cou que l'environnement coûte systématiquement cher, quoi. Patrick Durand, toute dernière question parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que c'est facile de mobiliser aujourd'hui les agriculteurs autour justement de l'environnement? Les adhérents de votre coopérative, est-ce que c'est facile de mobiliser? Alors c'est beaucoup plus facile que l'on pensait. Quand on a mis en place cette démarche sur la biodiversité, on a eu un peu peur. Honnêtement, on avait peur de la réaction de nos producteurs, de nos adhérents. Et en fait, tous les mardis, en période de conduite de culture, on réunit les agriculteurs à la coopérative, où on donne des conseils pour l'utilisation des phytosanitaires, le suivi des cultures. Et on s'est mis à faire ce qu'on appelle des flashs biodiversité, où on explique, après cette réunion technique, on explique aux agriculteurs le biotope de la loi de Deschamps, le lombric, les carabes, et on fait des fiches, ce qu'on appelle des flashs biodiversité. Honnêtement, la première fois qu'on a fait ça, je pensais que les gens allaient sortir de la salle avant qu'on fasse ces flashs biodiversité. Ça n'a pas été le cas, et aujourd'hui on a même des retours de gens qui nous disent « tiens, j'ai observé tel oiseau, des oiseaux rares » ou quelque chose comme ça, et on a du retour à ce niveau-là. On a fait une opération de nichoir à rapaces par exemple, et on a un retour, les agriculteurs ont acheté des nichoirs pour mettre dans leurs champs, dans leurs bâtiments, pour la protection des rapaces. Ça veut dire que la dynamique est bien engagée aujourd'hui, qu'effectivement l'agriculture contribue et va contribuer certainement de plus en plus aux défis que vous avez présentés. Patrick Durand, merci beaucoup. Éric Guillemot, merci beaucoup. Jérôme Mousset, merci d'être venu ici pour débattre de cette question. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission.